Bonjour, je m'appelle Mark Reed. Je suis professeur d'innovation socio-technique à l'Université de Newcastle. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment les recherches et les données probantes, peu importe d'où elles proviennent, sont intégrées dans les politiques. Nous allons surtout nous intéresser aux preuves liées à la dégradation des terres et des sols, et à certaines solutions potentielles concernant la gestion durable des terres que vous avez appris à connaître ailleurs dans ce cours. Il y a tellement de preuves autour de nous, il y a tellement de bonnes idées. Certaines d'entre elles sont des preuves très solides des solutions auxquelles on n'avait pas pensé auparavant et dont l'efficacité a été démontrée. La question est: comment pouvons-nous vraiment garantir que certaines de ces bonnes idées se généralisent et que les décideurs régionaux, nationaux ou internationaux puissent A. découvrir, B. comprendre et C. être convaincus qu'il vaut la peine de les mettre en œuvre et qu'elles présenteront des avantages pour eux et les personnes qu'ils représentent. Il est essentiellement deux marches à suivre dont j'aimerais vous parler. Des mécanismes formels et des mécanismes informels. Je me concentrerai principalement sur ces derniers. Tout d'abord, les mécanismes formels. Je vais faire la référence à certains documents dont mes collègues ont déjà parlé, comme Lindsay Stringer, qui a étudié les interfaces sciences politiques, en particulier la SPI de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD. Bien entendu, les gouvernements et les organismes internationaux ont plusieurs mécanismes formels pour canaliser les connaissances et les données probantes, que ce soit des connaissances scientifiques ou locales, dans les processus d'élaboration de politiques. À travers des rapports spéciaux, des méta-analyses, des revues systématiques, des synthèses de preuves rapides et d'autres mécanismes, ces interfaces, ces organismes essaient de rassembler les preuves telles qu'elles se présentent à différents niveaux, en ne se limitant pas à une seule étude, afin de fournir une base de preuves permettant de guider la prise de décision de manière fiable. De plus, beaucoup de gouvernements et d'organismes effectueront des enquêtes et des consultations. Et vous aurez plusieurs occasions formelles de présenter des preuves sur, par exemple, les pressions, les menaces et les problèmes découlant de la dégradation des sols, et sur ce qui, selon vous, pourraient être les solutions. Et je pense qu'on est obligé de s'y livrer. Vous ne pouvez pas y arriver sans vous livrer à ces processus formels si vous voulez être pris au sérieux. Et je pense que des questions vous seraient posées, probablement à juste titre, si vous esquiviez toujours les processus formels et passiez directement au processus informel. J'ai passé la dernière décennie à étudier les voies politiques menant à l'impact, ainsi qu'une série d'autres méthodes pour essayer de comprendre ce qui fonctionne vraiment et pourquoi certaines idées, certaines connaissances, certaines preuves se retrouvent dans les politiques et sont mises en pratique et font toute la différence, changent des vies, améliorent l'environnement, tandis que d'autres sont bloqués, ne sont pas crus ou sont contestés et ne vont tout simplement nulle part et n'ont aucun impact. Spécifiquement, dans le cadre de ce travail, j'ai cherché à comprendre le rôle que différents types d'intermédiaires peuvent jouer aussi bien de manière formelle qu'informelle. Il existe plusieurs organisations formelles, que ce soit l'interface sciences politiques de la CLD, dont l'INSEE a parlé, les autres interfaces sciences politiques de la Convention de Rio, telles que la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité,
et les services écosystémiques IPBES ou le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ils font partie des mécanismes formels qui canalisent ces connaissances. Certaines organisations existent simplement pour conseiller les gouvernements du monde entier sur ces preuves, qu'il s'agisse d'administration de la fonction publique, d'analystes de preuves, d'analystes de politique, d'agents chargés de certains domaines, où elles doivent mener des travaux fondés sur des données probantes et conseiller les gouvernements sur les dernières preuves disponibles. Durant mes recherches, j'ai essayé de comprendre l'importance de ces réseaux formels, de ces organisations et processus formels, mais aussi comment certains processus plus informels fonctionnent en parallèle. Maintenant, en me basant sur cette compréhension, si j'ai des preuves que je souhaite soumettre à un gouvernement et qui, selon moi, sont dans l'intérêt du public et doivent être traitées d'une certaine manière, alors, en plus de ces mécanismes formels, je vais essayer de trouver une série de méthodes informelles avec lesquelles je peux m'assurer que ces données soient entendues par les bonnes personnes, d'une manière qu'elles comprennent, qu'elles approuvent, et qui est davantage susceptible d'être intégrée dans une politique, une décision, une action, une pratique, quelque chose qui va faire la différence sur le terrain. Étant donné que ce cours se concentre sur la dégradation des sols et les problèmes liés au sol, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous montrer certains de mes derniers travaux dans un cas d'étude examinant comment les données sur les sols et le changement climatique ont abouti sur des politiques et ont été mises en pratique dans un contexte national particulier. Il s'agit du contexte écossais, où je vis et d'où j'enregistre cette vidéo. Dans cette étude, nous avons pris plus de 70 résultats de recherche différents et avons essayé de retracer le chemin qu'ont parcouru ces résultats d'une personne à une autre, à travers des réseaux de pairs, et de retracer comment ils ont fini par aboutir sur des politiques ou des pratiques, ou comment ils sont restés coincés quelque part. Dans ce réseau social, ils ne sont pas allés plus loin, n'ont atteint personne susceptible de les utiliser. Ou bien ils ont atteint ces personnes, mais elles ont décidé qu'en fait, ils n'étaient pas suffisamment solides et qu'elles ne voulaient pas les utiliser pour une raison quelconque. Dans ce diagramme, vous pouvez voir à quoi cela ressemble. Il s'agit d'une sorte de version stylisée du diagramme du réseau social qui a résulté de ces travaux statistiques. Vous pouvez voir plusieurs cercles. Ces cercles représentent des organisations et sont proportionnels à la taille de leur influence. Il y a donc des cercles plus grands où entrent et sortent beaucoup d'informations et des cercles plus petits où il y a beaucoup moins d'informations qui entrent et sortent. Et puis vous voyez des flèches entre ces cercles qui représentent ces flux d'informations. Plus la flèche est épaisse, plus il y a d'informations voyageant entre un type d'organisation et un autre. And the thicker the arrow, the more information traveling between one type of organization and another. Vous pouvez voir qu'en bas, il y a le gouvernement qui est plutôt grand et influent, comme on pourrait s'y attendre, et toute une série de flèches pointées dessus. Tout le monde essaie de communiquer ses preuves au gouvernement. Il est intéressant de noter qu'il y a des chercheurs avec une petite flèche allant vers eux qui sont très bons pour communiquer leurs recherches à leurs collègues au sein de la communauté des chercheurs. Ils mettent aussi ces informations dans des revues scientifiques et sont quasiment les seuls à les lire. Et il y a des liens directs vers le gouvernement. Mais en fait, les méthodes les plus influentes grâce auxquelles les preuves atteignent le gouvernement sont indirectes. Elles passent par des ONG et des agences gouvernementales.
Cela constitue un avantage et un inconvénient. D'un côté, c'est un avantage. Nous avons désormais l'occasion d'identifier les organisations qui ont une mission statutaire ou d'autres formes de pouvoir et d'influence, ce qui veut dire qu'elles peuvent être des intermédiaires très efficaces et performants pour relayer les preuves au gouvernement. C'est une excellente nouvelle pour moi en tant que chercheur, car cela signifie que je peux parler à quelqu'un qui est, je l'espère, plutôt accessible dans cette organisation et ensuite, c'est eux qui travaillent durement pour que cela soit intégré dans le processus politique et qui parlent aux personnes pertinentes au sein du gouvernement, auxquelles ils ont plus facilement accès que moi. Bien entendu, c'est aussi un inconvénient, car je dois espérer qu'ils feront du bon travail. Et il y a un risque que ces organisations sélectionnent les résultats de recherche qu'elles aiment et, dans le pire des cas, les dénaturent pour leurs propres intérêts, potentiellement en mon nom, en se basant sur mes recherches, en interprétant mal ou de manière partiale ou sélective mes travaux, mes données probantes, et c'est moi que l'on traîne dans la boue. Donc pour moi, le plus important dans tout ça, c'est la confiance, qu'elle soit directe ou indirecte. Une étude récemment publiée s'intéressait à un sondage du gouvernement britannique auprès des politiciens leur demandant à quelles preuves accédez-vous et comment faites-vous confiance aux preuves auxquelles vous accédez. Fait encourageant, le critère numéro 1 était nous faisons confiance à ces preuves en nous basant sur le contenu. Si je lis cela et que ça semble digne de confiance sur la base du contenu, alors ces données sont dignes de confiance, ce qui, selon moi, est plutôt un bon critère. Le second critère de l'étude était qui me les a fournis, comment en ai-je entendu parler et dans quelle mesure fais-je confiance à la personne qui me les a envoyés ou recommandés. Que ce soit de manière directe ou indirecte, souvent les décideurs ont besoin de ces raccourcis pour faire confiance. Je n'ai pas le temps de lire toutes les recherches de base, les articles de recherche originaux derrière la note de politique que l'on m'a donnée. Je n'ai pas le temps d'étudier les CV des chercheurs qui ont généré les données et de voir si en fait ils sont payés par des sociétés pétrolières pour générer des preuves potentiellement climato-sceptiques. Pour faire confiance, je me fie donc à des indicateurs de substitution tels que des logos des bailleurs de fonds, de la recherche dans les universités et les autres personnes derrière cette note de politique. Je leur fais confiance. Donc fais probablement confiance au contenu de cette note. Où je connais ce chercheur, j'ai discuté avec, les regardé dans les yeux, je travaille depuis longtemps avec, et ai déjà pu voir la fiabilité, la qualité, la neutralité et l'indépendance de ses travaux dans le passé. Je vous fais confiance en tant que personne et par conséquent, je fais confiance à vos données sans avoir à interroger votre plan de recherche et à le démolir. Les recherches que j'ai faites sur ce sujet montrent clairement que ce processus d'intégration de preuves dans les politiques est plus qu'on ne pourrait imaginer un processus social. Et en tant que processus social, c'est un processus qui repose sur la confiance. Il s'agit d'individus clés, d'organisations clés qui ont gagné une position de confiance, qui sont essentielles dans ce réseau social, qui sont bien connus et respectés. Par conséquent, ils ont accès aux bonnes personnes au bon moment et peuvent être dignes de confiance et écoutés. Et les gens agissent sur la base de leurs conseils. Ce rôle de confiance est, bien que crucial, très difficile à générer. Et si vous partez de rien, vous n'avez pas beaucoup de relations, vous n'êtes pas connu, ces individus ne vous font pas confiance, alors comment vous y prendre pour commencer à instaurer une base de confiance pour devenir de plus en plus essentiel au sein de ces réseaux? Vous pouvez adopter une approche directe en établissant des relations avec des membres de la communauté politique qui sont au sein de ces organisations, qui sont politiciens, des fonctionnaires.
ou vous pouvez prendre une approche plus indirecte et établir des relations avec des interfaces sciences politiques, avec les organisations qui interagissent plus ou moins dynamiquement avec ces politiciens, des agences et des organisations de la fonction publique et autres forums liés à l'appareil gouvernemental, en fonction du problème et de ce qu'ils font à ce moment-là. Que vous choisissiez une approche directe ou indirecte, il y a une série de mesures que vous pouvez prendre pour y arriver. Et nous en revenons au même document contenant les preuves de l'étude de ce cas de données sur les sols et le changement climatique du gouvernement écossais, où nous avons utilisé cette étude de cas pour présenter certaines méthodes que vous pouvez utiliser pour commencer à rechercher systématiquement quelles sont les personnes dans cette communauté politique ou réseau politique qui peuvent avoir plus ou moins d'influence et comment vous pouvez systématiquement commencer à réfléchir à qui vous allez vous adresser et avec qui vous allez essayer d'établir une relation et une base de confiance. Essentiellement, c'est un groupe d'outils qu'on appelle traditionnellement analyse des parties prenantes. Au fil des ans, les chercheurs ont publié quelques travaux à ce sujet. J'appelle cela des analyses des publics / parties prenantes au pluriel, parce que pour moi, c'est aussi précieux pour identifier des publics et prioriser des publics que pour identifier et prioriser des parties prenantes et des organisations. Cet outil a été introduit par les ouvrages de gestion d'entreprise dans les années 80. À l'époque, on proposait d'y avoir recours pour, je cite, « neutraliser les menaces des parties prenantes à l'encontre des profits de votre entreprise ». Au fur et à mesure que nous avons transposé cela dans le domaine environnemental, ce que moi et beaucoup d'autres avons fait au fil des ans, c'est que nous avons chamboulé cela et suggéré que c'était en fait un outil qu'on pouvait utiliser pour donner la parole aux personnes sans voix et leur permettre de compromettre les profits des entreprises si cette réalisation de bénéfices excessifs mettait en péril la viabilité environnementale. Je vous fournirai quelques liens vers ces documents si vous souhaitez voir cet outil de plus près. Toutefois, dans le nouveau document où j'ai mon étude de cas, nous avons essayé d'aller un peu plus loin et essentiellement, ce que se suggère ici, c'est que vous pouvez utiliser cela pour identifier des publics. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a ce que l'on appelle le grand public. Il n'y a pas de grand public. Au lieu de ça, il y a des publics, de nombreux publics différents, avec des caractéristiques différentes, que ce soit des caractéristiques démographiques ou différents types d'intérêts. Sur la base de ces caractéristiques, ils seront plus ou moins intéressés par les données de vos projets et des choses que vous faites. Ils varieront également en fonction de leurs bénéfices relatifs. Certains publics vont bénéficier beaucoup plus que d'autres de l'interaction avec vos données, avec vos travaux. Sur ce diagramme, vous pouvez voir deux axes. Il y a les publics cibles faciles à atteindre dans le cadran en haut, à droite. Et ils sont plutôt faciles. Ils vont venir à vos événements, discuter avec vous, se précipiter sur vos travaux en ligne. Parfait. En revanche, les publics difficiles à atteindre s'avèrent plus problématiques. Et ces groupes, pour une raison que j'ignore, ne sont pas particulièrement intéressés par ce que vous faites. Mais si vous arriviez à les atteindre, ils bénéficieraient en fait beaucoup plus de ce que vous faites que beaucoup d'autres groupes au sein du public. Vous devez donc arriver à comprendre, s'agit-il d'un problème culturel ? S'agit-il d'une barrière de la langue ? Comment rendre cela suffisamment intéressant et pertinent pour qu'ils s'y intéressent et donc, avec un peu de chance, qu'ils en tirent parti ? Et puis, il y a ces autres groupes qui sont extrêmement intéressés, mais qui ne vont pas en bénéficier autant.
Cela ne pose pas vraiment un problème, à moins que vous ne vous laissiez aller à un sentiment de sécurité trompeur et que vous croyez que tout fonctionne bien parce que beaucoup de personnes sont en contact avec vous. Et puis vous réalisez qu'en fait, ce ne sont pas les groupes cibles avec lesquels vous voulez vraiment opérer des changements. J'ai travaillé avec ces universités qui ont effectué des activités d'engagement du public, où il y avait beaucoup de personnes. Mais en fait, la plupart d'entre elles étaient des professeurs et des étudiants qui s'intéressaient énormément à leurs travaux, car cela leur permettait d'apprendre des choses pour leurs études. Mais en réalité, ce n'étaient pas les communautés que les universités essayaient d'atteindre et d'aider. C'est un outil qui vous aide à prioriser. Donc, dans le cadran en bas à gauche, vous pouvez voir ces autres publics. Et tant mieux, vous pouvez vous adresser à eux si vous avez le temps. Mais si vous avez un temps limité, il y a certains groupes dont vous vous occuperez en dernier. Vous pouvez choisir comment vous souhaiterez prioriser, mais l'idée, c'est que l'outil vous aide à réfléchir à comment prioriser les publics que vous souhaitez atteindre, et vous pouvez vous adresser à eux par ordre de priorité. En général, on essaye d'abord de prioriser ceux qui sont difficiles à atteindre. Pour moi, c'est un élément important qui doit avoir lieu avant que vous vous adressiez aux acteurs politiques, car si vous vous livrez à un processus politique démocratique, il est important de pouvoir démontrer qu'un public est intéressé par ce que vous faites et qu'il y a un intérêt public dans ce que vous faites. Et quel est le meilleur moyen d'explorer ça, de démontrer cela et de fournir une preuve de concept, que de pouvoir systématiquement identifier ces publics, d'avoir commencé à discuter avec eux et de commencer à tirer des bénéfices pour ces groupes. De par votre engagement politique, vous suggérez des façons de généraliser cela et de transposer ces choses à grande échelle. Dans le cadre de mon analyse des parties prenantes, j'ai dans ce second diagramme remplacé l'axe des bénéfices par un axe d'influence. Mes acteurs politiques et autres parties prenantes vont donc varier en fonction de l'intérêt qu'ils portent à mes travaux, mais aussi en fonction de leur influence. Il y en a qui sont extrêmement influents, tel ministère clé, telle agence onusienne clé ou autre, qu'il me faut absolument atteindre. Et je dois comprendre leur intérêt et comment je peux me rattacher à leur programme. Cependant, les groupes dans ce cadran en haut à gauche, qui sont pour une raison quelle qu'elle soit difficiles à atteindre, posent encore plus de problèmes. Et le plus problématique, c'est quand ils deviennent des gardiens d'accès. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez identifié une personne qui ne s'intéresse pas tant que ça à ce que vous faites. Ce n'est peut-être qu'une petite partie de sa mission politique globale ou de ce que son organisation doit faire. Ce n'est pas une priorité suffisante d'un point de vue politique pour le moment, par exemple. Elles ne répondront pas à vos emails, ne répond pas au téléphone, vous n'arrivez pas à la joindre et donc vous vous dites « bon, on va quand même continuer ». Et puis vous découvrez à mi-chemin que dans votre projet, en fait, il y a un problème. Cette personne est maintenant intéressée, elle n'aime en fait pas ce que vous faites et elle va vous bloquer. Et elle va vous empêcher d'avoir accès aux données, aux personnes, au financement et à ce dont vous avez besoin. Désormais, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous vouliez en termes de politique ou autre. Bien entendu, ce rôle de blocage négatif peut également arriver dans le cadran en haut à droite. D'un côté, cela peut être une organisation clé pouvant intégrer vos travaux dans une politique. Ce pourrait tout aussi bien être une organisation du tiers secteur ou un lobby ou un groupe industriel qui déteste vraiment ce que vous faites. Et c'est contraire à leur intérêt et ils ont assez de pouvoir pour essayer de vous bloquer. Et vous devez savoir de qui il s'agit à l'avance. Dans l'étude de cas que je vous ai donnée sur nos travaux sur le climat, nous avons effectué une de ces analyses et découvert assez tôt qu'il y avait une grande organisation du tiers secteur qui était idéologiquement opposée à la méthode menant à l'impact que mes collègues et moi voulions suivre, avec l'un de ces 70 résultats de recherche différents. À travers cette analyse, nous avons aussi découvert qu'il y avait une deuxième organisation du tiers secteur tout aussi puissante qui, idéologiquement, coïncidait avec ce que nous voulions faire. Nous avons donc travaillé avec cette dernière pour ensuite essayer de changer la mentalité des personnes de l'organe exécutif de cette autre organisation.
Pour finir, nous avons changé notre méthode menant à l'impact. Nous avons fait des compromis et avons pu trouver un moyen de travailler ensemble. Mais nous avons fait cela avant même d'avoir commencé à parler aux membres de la communauté politique. Parce que nous ne voulions pas le faire avec ce qui aurait pu ressembler à une base de preuves contradictoires, alors que nous nous opposions à un acteur très puissant. Il est donc très avantageux d'identifier ces personnes à l'avance, qu'elles soient pour ou contre nous, afin que vous trouviez des façons de travailler ensemble, alors que vous pénétrez dans le domaine des politiques. Pour finir, il y a le cadran en bas à droite qui pose plus de problèmes d'un point de vue éthique. Et c'est là que vous pouvez faire l'exercice de la table tournante dont je vous ai parlé plus tôt. Car il peut s'agir de voix marginalisées, de personnes qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais qui adoreraient vous influencer en bien ou en mal. Maintenant, j'aimerais que nous identifions ces groupes et à travers cette analyse, identifions comment ils peuvent aligner leurs intérêts avec ceux des organisations qui sont plus influentes. Et puis ensuite, avoir un panel consultatif des parties prenantes ou bien grâce à d'autres activités dans le cadre de mon travail. Je rassemble ces groupes pour leur donner du pouvoir et une voix à travers ce processus de recherche-action coproductif. Ces deux-là, vous pouvez en quelque sorte les combiner. Posez-vous la question sur les bénéfices, puis la question sur l'influence de manière interchangeable en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est une question de priorité. Vous serez à court de temps. Moi, je me dis, si j'ai le temps de contacter 3 organisations durant les 3 prochains mois, que j'en contacte une par mois et que j'y passe 15 minutes par mois, je vais accepter le fait que j'ai un temps limité, mais au moins, dans le peu de temps que j'ai, je sais que j'aurai agi de manière systématique et que je me serai adressé aux organisations qui peuvent tirer le plus de profit et qui auront le plus d'influence pour opérer des changements politiques dans l'intérêt public. Voici un exemple de tableau qui montre comment je fais cela en pratique. Vous pouvez le télécharger. Il est assez évident et vous aide à bien réfléchir à la façon dont vous pouvez articuler les différents intérêts, la nature des bénéfices et l'influence qu'ils peuvent avoir. Ainsi, vous pouvez commencer à réfléchir de façon un peu plus systématique à la manière dont vous pouvez commencer à concevoir une méthode menant à l'impact politique. Mon dernier point, c'est que maintenant vous avez une idée de ce qui se trouve dans ce réseau politique, qui sont les acteurs clés, qui sont les intermédiaires, qui est digne de confiance et de qui vous pouvez gagner la confiance pour commencer à influencer le changement politique avec ces mécanismes politiques formels. Vous devez commencer à élaborer un plan. Pour moi, c'est quelque chose qui est systématique et très logique. J'utilise ce que j'appelle un modèle logique. Et dans ce document auquel je vous donnerai accès, vous pouvez voir encore une fois que nous avons utilisé notre étude de cas de recherche sur les sols et le climat pour illustrer comment cela fonctionne et comment cela génère de véritables changements politiques qui font la différence. C'est un modèle logique qui essentiellement est induit par ses objectifs. Comme tout bon modèle logique, vous commencez par un objectif très clair. Si c'est ce que je veux atteindre, alors comment vais-je pouvoir atteindre systématiquement cela? Pour beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille, trouver un objectif clair constitue le plus grand obstacle. Si vous êtes comme ça, vous devez prendre du recul et faire une analyse systématique des publiques parties prenantes et passer par cette étape d'empathie. Mettez-vous à la place de ces décideurs, de ces organisations du tiers secteur, des personnes qui aiment ce que vous faites ou qui détestent peut-être ce que vous faites. Comprenez d'où ils viennent. Et si cela n'est pas très clair, après votre analyse, s'il y a beaucoup de points d'incompréhension, alors vous devez faire des recherches sur Internet et téléphoner, parler à des gens et comprendre durant des ateliers, des entretiens, d'où viennent ces gens. À quoi ils pensent et ce qu'ils pensent de ces problèmes. Mettez-vous à leur place pour que vous commenciez à trouver certains objectifs qui les intéresseront véritablement, qu'ils apprécieront, qui constitueront un réel bénéfice pour eux dans leur contexte, dans le cadre de leur programme.
Dans cet outil, vous pouvez commencer par les colonnes 2 et 3, où vous avez votre analyse rudimentaire des parties prenantes. Si vous avez fait cette analyse des publics, des parties prenantes, il vous suffit de la copier-coller dans ces 2 colonnes et vous pouvez ensuite déduire si c'est leur intérêt, si cet intérêt est satisfait, alors peut-être le bénéfice. Vous devez aller des bénéfices assez basiques aux bénéfices publics à plus grande échelle. Et si possible, un bénéfice provenant d'une politique. C'est probablement encore assez vague, ce qui n'est pas dramatique à ce stade, car vous devez vous demander à partir de là si c'est vaguement là que nous voulons aller en termes de politique, avec ces organisations précises, ces publics, autour de ces intérêts particuliers. Alors, quelle activité puis-je concevoir pour attirer l'attention de ces groupes sur ces messages particuliers ou preuves provenant de mes travaux? Et il se peut que vous soyez prêt à effectuer des activités très différentes, selon que ce soit pour un ministre ou pour atteindre un analyste de politique ou de preuves au sein de la fonction publique ou d'une entreprise. Pensez à leurs besoins, à la manière dont ils vont accéder à ces informations et aux messages qui seront pertinents pour eux, et adaptez vos activités en conséquence. Ensuite, vous devez trouver des indicateurs qui vous diront si vos activités marchent et si vous avez réussi à avoir un impact ou si vous êtes bien parti pour y arriver. Y a-t-il des jalons, des choses qui suggéreraient que vous êtes dans la bonne et non pas dans la mauvaise direction? Il vous faut des moyens de mesure. Comment saurez-vous si cette activité a marché? Comment saurez-vous si vous avez eu un impact? Que pourriez-vous mesurer? Que pourriez-vous évaluer en termes qualitatifs? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait vous dire? Si vous avez du mal à ce stade, je ne vous demanderai de fermer les yeux et de vous imaginer 5 ans plus tard. Vous voyez l'impact politique le plus prodigieux que vous pourriez imaginer. Cela a permis de changer des vies, de sauver des habitats. Peu importe ce que c'est, à quoi cela ressemble, il y a quelqu'un qui se tient devant vous. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Cela a changé nos vies? De quelle façon? Et si vous arrivez vraiment à mesurer cela et que vous avez aussi des moyens de vérification ou d'évaluation, alors vous pouvez revoir cet objectif d'impact et en faire un objectif intelligent pour qu'il soit précis, mesurable, atteignable, réaliste et opportun. Pour finir, il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire à la fin de ce tableau pour ensuite mettre cela en pratique. Vous pouvez penser aux risques et aux suppositions que vous faites. Par exemple, super, voici mon objectif d'impact, mon scénario de rêve. Et si cela tournait mal? Et si cela ne marchait pas? Et si cela provoquait des conséquences négatives accidentelles? Puis-je les identifier? Puis-je trouver comment les atténuer dans le cadre de mon approche menant à l'impact? Et qui va faire quoi d'ici? Quand? De quelles ressources ai-je besoin? Pour moi, la dernière étape consiste à avoir une vue d'ensemble sur cela. Je prends du recul et me demande systématiquement, parmi toutes ces approches différentes, lesquelles sont les plus crédibles. Avec mes ressources, mes compétences, le temps et l'argent dont je dispose, et les membres de mon équipe, lesquelles puis-je réellement mettre en œuvre de manière réaliste? Lesquelles vont générer des bénéfices impressionnants pour les gens qui m'importent et auxquels d'autres gens tiennent? Et sur la base de cela, je priorise les impacts et les approches qui sont les plus impressionnants et les plus crédibles et qui vont marcher pour moi, afin que je ne perde pas mon temps à tomber dans des impasses et à faire des choses qui ne marcheront pas ou qui ne sont justement pas tellement intéressantes, pertinentes ou importantes. Voici essentiellement l'approche que j'adopte pour travailler au sein du système formel et ne pas laisser au hasard le fait que mon avis soit lu, que mon audition devant la commission, que mes preuves apportées à une enquête atteignent la bonne personne et changent les choses. Ce qui s'est retrouvé dans ce rapport spécial de l'interface sciences politiques fait réellement une différence. Je ne laisse pas ça au hasard. J'établis un suivi de cela. Je développe des notes politiques. Je participe à des séminaires et j'organise avec ces notes politiques. Je fais des recherches pour voir si ma note politique remplit des lacunes en matière de preuves. Et je ne me contente pas juste de présenter mes recherches, j'essaye de synthétiser,
là où c'est possible, les recherches d'autres personnes. Fondamentalement, cela de manière relationnelle. J'établis des relations, j'instaure de la confiance, que ce soit directement entre les membres du gouvernement et les organisations qui prennent des décisions politiques ou indirectement avec ceux auxquels ils font confiance et qui les informent. Et je fais tout cela de manière systématique. Et c'est parce que c'est systématique que cela fonctionne. Et donc que c'est efficace. Je ne perds pas de temps. Je passe le temps précieux que j'ai à travailler avec ceux qui peuvent apporter le plus de changements et qui peuvent bénéficier le plus. Ce faisant, j'espère avoir atteint les objectifs d'apprentissage que nous avions fixés pour cette séance. Nous savons comment prioriser les parties prenantes pour s'engager dans la coproduction de politiques et de pratiques dans le domaine de la gestion durable des terres, et ce autour de données probantes sur les sols et le changement climatique, par exemple, mais plus généralement dans cet espace. Et j'espère que vous avez une compréhension plus nuancée du rôle des organisations et des individus intermédiaires en tant que courtiers des connaissances, en tant qu'organisations qui franchissent les frontières entre les mondes de la recherche et de la politique, et qui opèrent dans l'espace situé entre ceux qui ont de l'influence et peuvent les connecter les uns avec les autres, et les connecter aux personnes comme vous et moi qui ont des connaissances utiles, qui ont des preuves et qu'ils peuvent intégrer dans des politiques ou mettre en pratique. J'espère que maintenant vous avez une compréhension basée sur des données de ce qui marche, aussi bien en théorie qu'en pratique. Alors vous essayez d'atteindre des bénéfices positifs de la recherche aux politiques. En adoptant une approche systématique, j'espère que vous aurez le temps et les techniques permettant d'économiser des ressources pour que vous puissiez avoir un impact politique grâce à vos recherches. Vous avez à votre disposition mon dernier document avec l'étude de cas qui va sortir dans la revue Evidence and Policy, ainsi que des fiches de travail téléchargeables que vous pouvez utiliser pour faire une analyse des parties prenantes, du public, afin de faire de ce modèle logique dans ce but de planifier systématiquement l'impact. Vous trouverez aussi d'autres documents sur ces outils dont vous pouvez vous y plonger. C'est un domaine en évolution rapide et je publie sans cesse de nouveaux documents. Le meilleur endroit où les trouver est un site web que j'ai monté et qui vise à permettre aux personnes qui génèrent et travaillent avec des preuves d'apporter ces preuves là où elles feront une différence. Fast Track Impact est le nom de la société dérivée que je dirige sur la base de mes recherches pour entraîner les chercheurs du monde entier à générer et à partager des connaissances en adoptant des méthodes nouvelles afin de changer le monde. fasttrackimpact.com est mon site web. Allez sur l'onglet des ressources, vous y trouverez de nombreux modèles téléchargeables et modifiables comme ceux que je vous ai montrés dans cette présentation, mais aussi des guides d'impact de la recherche. J'ai des bibliothèques de meilleures pratiques, des exemples de bonnes pratiques. J'ai mon podcast et un magazine gratuit, des livres, plein de choses. Mais à part mes livres, vous pouvez vous y rendre, tout est gratuit. Il y a aussi une page de contact pour me contacter si vous souhaitez discuter de ce dont je vous ai parlé, découvrir davantage de choses et aller plus loin. Merci.